Bien, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose, je crois que c'est bien la première fois que la question est abordée, en tous les cas, que j'aborde aujourd'hui, moi, dans une manifestation Gilets jaunes. Et donc ça concerne les Gilets jaunes eux-mêmes, parce que j'ai entendu dernièrement, il y a 2 semaines, quelqu'un qui me disait que le mouvement des Gilets jaunes, pour lui, c'était quelque chose qui n'avait rien d'une radicalité spontanée, et que ça aurait été mis en place et organisé par le pouvoir lui-même en 2018. Je viens encore d'entendre, il y a à peine il y a 1 heure, hein, quand je suis arrivé, des gens me dire qu'eux-mêmes avaient entendu de leur côté que des rumeurs, comme quoi que la CIA, il serait pour quelque chose dans l'existence du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, j'ai entendu plein de trucs. Donc il m'a semblé intéressant de devoir intervenir là-dessus aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin et tenter de répondre notamment aux questions de qui sont les Gilets jaunes et d'où viennent-ils. Voilà. Donc dans un premier temps, tout d'abord, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, la crise même des Gilets jaunes, elle a fait irruption en 2018, parce qu'il y a des cycles de lutte dans le mouvement du capital et le mouvement de la crise. Et donc, on ne peut pas comprendre la crise des Gilets jaunes si on ne comprend pas que les Gilets jaunes, c'est le début du retour radical de la grande lutte de classe du prolétariat contre la classe capitaliste, et qui renaît après une période de 54 années de contre-révolution qui a suivi l'écrasement de l'insurrection sociale ouvrière de 68 dans le modernisme du gauchisme de la marchandise. Donc il y a des cycles, comme je vous le disais, il y a des cycles dont j'ai déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots dans d'autres vidéos de Rémi. Merci Rémi qui est présent ici là, où j'expliquais que le capital dans son développement du XIIIe siècle jusqu'à 14, jusqu'à la Première Guerre mondiale, avait des cycles de crise qui se traduisaient par crise, guerre, crise, colonialisme et redémarrage. Crise, colonialisme, redémarrage. Donc toutes ces crises elles se sont passées de la même façon, traduites de la même façon jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et à partir de 14-18, le cycle va être autre, ça va être crise, guerre, reconstruction. Crise, guerre, reconstruction. Et donc ça va être comme ça pour la Première Guerre mondiale, crise, guerre, reconstruction. Seconde Guerre mondiale, crise, guerre, reconstruction. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est ainsi que mai 68 correspond à la période qui marque la fin de la reconstruction issue de la Seconde Guerre mondiale que l'on a appelée les 30 Glorieuses. C'est l'époque où les balances commerciales européennes, françaises, allemandes et japonaises ont retrouvé leur équilibre, alors que dans le même temps, les États-Unis connaissent une crise commerciale très importante qui va nous conduire vers une crise monétaire gigantesque avec la crise de Bretton Woods, l'abandon de l'étalon or, avec les accords de la Jamaïque et l'instauration du change flottant de l'étalon dollar, avec la dématérialisation monétaire de la loi Pompidou de 1973, avec le déclenchement de l'insurrection sociale ouvrière et la guerre sauvage radicale de plus de 10 millions de salariés qui diront d'ailleurs merde au PCF, aux stalinistes et à la CGT en ne voulant pas reprendre le travail. Je vous rappelle qu'en mai 68, les mouvements sociaux s'étaient éternisés pendant des mois et des mois après 68. Il a duré jusqu'au début des années 69. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui l'ignorent encore, je rappelle que les accords de Grenelle, qui étaient censés avoir mis fin au mouvement de mai 68, n'ont jamais été signés, n'ont jamais été paraphés par aucune organisation patronale ni syndicale. Et pour cause, c'est parce que tout simplement les travailleurs, effectivement, à l'époque, ne voulaient pas reprendre le travail. Voilà. Mai 68, donc, sera ainsi le premier moment de la crise du capital, dans laquelle on ne sera jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Donc le premier moment de la crise du capital qui conduira par la suite à la crise financière, bancaire mondiale, des subprimes de 2008, ainsi qu'à l'émergence des taux d'intérêt négatifs et au surgissement du mouvement social insurrectionnel des Gilets jaunes de 2018. Alors, qui sont les Gilets jaunes et d'où viennent-ils? C'est là l'objet de mon intervention d'aujourd'hui.
Alors ne vous y trompez pas les amis, l'analyse que je vous soumets aujourd'hui n'est pas une analyse qui est faite d'un point de vue sociologique, mais bien une analyse qui est faite d'un point de vue de classe, d'un point de vue de lutte des classes. Alors, jusque dans les années 50-60, nous avions encore une division territoriale et urbanistique de l'espace qui faisait qu'il y avait ce qu'on appelait les villes et les campagnes. Mais avec le mondialisme de la marchandise, le capital va maîtriser la totalité des espaces extérieurs et intérieurs. Il n'y a donc plus ce que l'on appelait les villes et les campagnes, car un mégapole de l'usine globale s'est subdivisé en deux espaces, celui de la mégapole centrale et celui de la mégapole périphérique. De ce fait, il existe aujourd'hui une cartographie précise de la réalité sociale qui correspond très précisément à une réalité de classe, c'est-à-dire à une ligne de fracture qui se déploie de façon croissante et dont on voit la lutte de classe devenir de plus en plus claire entre la mégapole centrale, qui est celle de la France capitaliste, des métropoles privilégiées de la mondialisation heureuse, et la mégapole périphérique, qui est celle de la France des gilets jaunes, qui est celle des laissés pour compte que sont les prolétaires. Cette cartographie de la réalité sociale renvoie une ligne de fracture qui nous indique très clairement que la société est maintenant totalement divisée entre la classe capitaliste qui exerce le pouvoir et la classe prolétarienne qui le subit. Alors d'un côté, on a la mégapole centrale, qui est celle de la France capitaliste, de la mondialisation accélérée du temps contemporain, et qui est constituée des métropoles privilégiées que sont les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes, Grenoble, etc. Avec au centre de chacune de ces métropoles privilégiées la classe capitaliste elle-même, décideurs financiers, décideurs politiques, banquiers, chefs d'entreprise, etc. Et autour de la classe capitaliste, on a les couches moyennes clientélisées de la marchandise. Publicitaires, médecins, avocats, notaires, architectes, journalistes, enseignants, etc. Dans lequel on retrouve associés tous les bobos et autres BCBG sociétaux, écolos réchauffistes du capitalisme vert. Et enfin, autour des couches moyennes, on a les couches de population d'immigrés, principalement concentrées dans les banlieues d'immigrés des métropoles privilégiées de la mégapole centrale, avec d'un côté l'armée de réserve immigrée, de passivité endémique, et de l'autre le lumpen prolétariat racailleux, celui des trafics de la canne des cités, et qui sont tous les enfants chéris du capitalisme, en tenant compte du fait que l'immigré est devenu aujourd'hui la marchandise vedette du capital. Alors, et alors de l'autre, on a la mégapole périphérique. La mégapole périphérique, c'est celle de la France des gilets jaunes. C'est celle de la France des prolétaires, des petites et moyennes villes de province, des espaces urbains ruraux, etc. La mégapole périphérique, ce sont tous ces prolétaires déclassés qui ont été repoussés de la centralité mondialiste et qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle le prolétariat des laissés pour compte, les sans-dents de François Hollande, ou ceux qui ne sont rien comme les Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron. C'est ainsi que jusque dans les années 60, on avait par exemple en région parisienne une masse importante de population de pensée radicalement insurrectionnelle qui constituait ce qu'on appelait le vieux Paris communard, mais qui a été renvoyé à l'extériorité de la mégapole centrale parisienne à la suite de l'écrasement de l'insurrection sociale ouvrière de mai-juin 68 dans le modernisme du gauchisme de la marchandise et par l'instauration d'un cycle de contre-révolution, de désindustrialisation, de fermeture d'entreprises, de délocalisation des emplois, de spéculation immobilière accompagnée du despotisme policier dans l'emploi généreux de la force publique pour procéder à des centaines de milliers de ces expulsions de familles de prolétaires parisiens durant les années 70-80.
Pour finir, durant cette même période, l'arrivée massive de populations immigrées, essentiellement d'origine arabo-musulmane, voulue et organisée par le patronat français et le gouvernement Pompidou-Giscard, va générer une situation devenant de plus en plus conflictuelle, qui fera partir les derniers prolétaires des banlieues parisiennes. C'est ainsi que le prolétaire parisien est parti loin, très loin dans les Yvelines, qu'il est parti loin, très loin dans la Seine-Saint-Denis, qu'il est parti très loin dans l'Essonne, très loin dans le Val-de-Marne, très loin dans l'Oise, etc. C'est comme cela que le prolétariat combattant potentiel s'est retrouvé à la périphérie de la mégapole centrale, que le Paris ouvrier communard et ses banlieues ouvrières furent liquidés durant les années 70-80, à la suite de l'écrasement de la grande grève sauvage de mai-juin 68. Aujourd'hui, il n'existe quasiment plus aucun prolétaire de pensée radicalement insurrectionnelle à Paris. Il en est de même des autres grandes métropoles de province qui ont vu, elles aussi, les propriétaires partir loin, très loin, au fin fond des départements limitrophes. Donc d'un côté, avec les couches moyennes et les populations d'immigrés des banlieues de la mégapole centrale, on a la contre-révolution certaine. En effet, les manifestants que l'on voit défiler, que l'on peut voir défiler depuis 3 ans dans les rues de Paris, sont pour la plupart des sociétaux relevant d'une pensée réformiste de soumission, qui veut réaménager la misère, qui veut réaménager la servitude, qui veut réaménager l'argent, dans le cadre de la construction d'un capitalisme vert plus humain. Autrement dit, on a tout ce qu'on veut dans les manifestations parisiennes, mais on n'a que la contre-révolution qui se nourrit essentiellement des grandes mythologies de la modernité du capital, que sont l'antiracisme, l'antisexisme, l'anti-homophobie et l'écologie réchauffiste, qui toutes fonctionnent merveilleusement bien dans la mégapole centrale. Et de l'autre, avec les gilets jaunes du prolétariat de la mégapole périphérique, on a la révolution potentielle. L'irruption du mouvement social insurrectionnel des gilets jaunes de 2018, c'est le surgissement protestataire radical de la mégapole périphérique qui est venu dire, dans le cadre d'une situation de misère accélérée et de totale désespérance, votre discours contre le racisme, votre discours contre les violences faites aux femmes, votre discours contre l'homophobie, votre discours sur l'écologie réchauffiste est une gigantesque imposture qui vient nous faire crever. Les gilets jaunes de la mégapole périphérique ont en effet bien compris que lorsqu'ils venaient manifester à Paris et dans les autres grandes métropoles de la mégapole centrale, ils se retrouvaient en terrain ennemi, en étant encore bien plus écrasés et neutralisés par le rouleau compresseur des grandes mythologies du capital, mises en œuvre par la gauche et l'extrême gauche du capital, que par la féroce répression policière mise en œuvre par le pouvoir en place. Les gilets jaunes, c'est un saut qualitatif de contestation, de récusation et d'exaspération radicalement insurrectionnel, qui est porteur en lui-même d'un monde nouveau. C'est une pensée d'insurrection prolétarienne qui grandit dans une radicalité de plus en plus subversive. Les gilets jaunes, c'est quelque chose qui veut à la fois, à un moment donné, obtenir une consommation plus adéquate à sa misère, mais qui, compte tenu de la crise du système capitaliste, et en même temps une masse qui n'obtiendra jamais ce qu'elle pourrait obtenir pour s'assagir et pour rentrer dans les rangs. Ce qui est indéniable, c'est que les gilets jaunes n'obéissent à aucun mouvement ou aucun parti politique, ni à aucun syndicat, et qu'ils n'ont donc pas de revendications clairement précisées ou définies, et qui surtout ne veulent avoir aucun porte-parole ou leader désigné pour les représenter. On est ainsi dans une situation qui, depuis le 17 novembre 2018, fait clairement et intensément peur au pouvoir en place. Ce dernier sait très bien que les apparences sont trompeuses. Il sait très bien que la calmie apparente n'est rien d'autre que l'arbre qui cache la forêt. Mais qu'en réalité, la grande tempête sociale est bien là,
souterrainement en ébullition et qu'elle ne va pas manquer d'arriver tôt ou tard. Dans le contexte de plus en plus évident du début du retour radical de la grande lutte de classe du prolétariat contre la classe capitaliste, le pouvoir nous dit précisément où sont ses amis et où sont ses ennemis. Et les gilets jaunes, quelle que soit leur hétérogénéité, sont ses ennemis. La géographie réelle du mouvement social insurrectionnel des prolétaires que sont les gilets jaunes et la cartographie des résultats des dernières élections nous explique très bien où est la lutte de classe, dont la question centrale n'est pas d'aménager ou de réaménager la merde du capital, mais bien de la détruire. L'auto-émancipation des prolétaires sera donc bien l'œuvre des prolétaires eux-mêmes, contre l'État, contre l'argent, contre le salariat et contre tous les appareils politiques et syndicaux qui veulent moderniser l'économie politique du servage contemporain. Merci pour votre écoute. Merci. Voilà.